Merci bien de l'invitation à parler de ce sujet évidemment complexe et qui touche plusieurs pays, hein. C'est pas spécifique au Québec ou à la France. Et merci de la présentation, qui était parfaite. Tout petit bémol, c'est qu'on dit pas INRAE, on dit pas INRAE, on dit INRAE. C'est lié de la fusion de notre institution avec une autre institution en France il y a 3 ans. Et donc, comme vous l'avez très bien dit, je travaille donc je suis un chercheur en économie et j'ai deux principaux thèmes de recherche qui est la gestion des risques en agriculture, d'une part, et d'autre part, un peu cette relation entre l'agriculture et les ressources naturelles de l'environnement. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une partie de travaux de recherche déjà conduits, notamment avec un collègue, François Bareil, qui était étudiant à l'époque. Donc, ça a donné lieu à une publication. Et puis, un petit peu les perspectives que l'on a aussi, parce que les sujets sont complexes et à avoir la bonne réponse à tous ces sujets qui évoluent, c'est évidemment pas évident. Parce que les défis auxquels on fait face, là aujourd'hui, on va se concentrer sur les pesticides, mais ils sont nombreux, quoi, hein. Il y a des aspects de changement climatique, d'érosion des sols, ce que vous voulez. Il y a plein de choses. Il y a plein de rapports qui nous disent, voilà, tout va mal. Et en fait, non, il faut travailler pour trouver les meilleures solutions et trouver les meilleurs compromis. Et c'est là qu'est le rôle de la science économique. Et comme vous l'avez très bien dit, on a des études qui, des fois, vont illustrer ces tensions-là du point de vue local sur certaines exploitations. Mais les décideurs publics doivent essayer de pas faire tout à la carte. C'est pas possible d'avoir un fonctionnaire derrière chaque exploitation. Et donc, de trouver la moins mauvaise des politiques qui convient à un territoire globalement. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, il y a relativement moins d'évaluation macroéconomique de ces sujets-là que d'évaluation microéconomique. Donc ma présentation, elle va vous rappeler comme des choses que vous avez chez vous aussi, ce qui se passe un tout petit peu en France. Et après, qu'est-ce qu'on a évalué et qu'est-ce qui reste à faire. Donc tout ça en un quart d'heure, 20 minutes. Alors, bon, évidemment, vous l'avez déjà dit, la régulation de l'usage des pesticides. Bon, nous, en économie, on considère qu'il y a un trade-off à trouver entre les pesticides de synthèse versus les autres ont une utilité, hein. Si les agriculteurs les utilisent, il y a sûrement bien une raison. C'est pas juste un plaisir de les acheter. Donc, c'est que ça permet de protéger les cultures par rapport aux mauvaises herbes, les fongicides, les insecticides. Il existe des alternatives aux pesticides de synthèse, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve complètement définitive comme quoi les alternatives sont meilleures sur tous les plans par rapport à ces pesticides de synthèse. Mais on sait que d'un autre côté, les usages de ces pesticides de synthèse ont des impacts plutôt néfastes sur les ressources, que ce soit sur le sol, la qualité de l'eau, la biodiversité, la santé éventuellement de ceux qui les appliquent et la qualité des produits agricoles. Donc, ce qui fait que la puissance publique doit intervenir, qu'elle soit en France ou au Québec. Et donc, quand on va regarder, comme vous l'avez cité, comment la puissance publique peut intervenir, il y a plusieurs instruments qui ont été envisagés et on peut les classer en des interdictions pures et simples, des incitations économiques ou la R&D. Et nous, en France, bon, on peut dire que ça existe depuis longtemps, cette problématique, mais on va dire qu'il y a eu une grosse impulsion en 2008 avec un plan qui s'appelait Ecophyto, donc économiser l'usage des produits phytosanitaires. Et en 2008, le gouvernement à l'époque avait fixé un objectif de réduire de 50% les usages à l'horizon 2018. Bon, assez rapidement, on s'est rendu compte que l'objectif était assez ambitieux. Et dès 2015, il y a eu une deuxième mouture de ce plan Ecophyto, Ecophyto 2. Ils disaient, ah bah non, on va repousser à l'horizon 2025, cet objectif de 50% par rapport à ce qu'il y avait en 2000, au milieu des années 2000, avec un objectif intermédiaire de moins 25% en 2018. Bon, et en fait, quand on parle de pesticides, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de choses, hein, comme je vous disais, il y a des herbicides, des fongicides et des insecticides. Et en 2018, il y a eu, chez nous, en France et en Europe, il y a quand même, mais dans d'autres pays aussi, il y a quand même un gros débat sur un herbicide, parce que c'est le premier en termes de tonnage, c'est le glyphosate. Et donc, nous, en France, en 2018, on s'était dit, ah, ce serait bien de sortir du glyphosate à l'horizon 2023. Sachant que ce qu'il faut comprendre, c'est que la politique française, elle est partiellement, on va dire, inscrite dans le contexte européen. C'est-à-dire que les molécules sont approuvées ou pas au niveau européen, et puis après, c'est les produits qui sont autorisés ou pas sur chacun des États membres.
Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau européen, il y a une nouvelle commission européenne qui est arrivée fin 2019 qui avait dit, ben voilà, nous on se fixe un objectif, un pacte vert européen. On prend plusieurs objectifs, hein, dont une neutralité carbone à l'horizon 2050, mais et des objectifs plus agricoles, si on veut, dont une réduction de 50% des usages de phytosanitaires à l'horizon 2030. Parce qu'il faut voir en Europe, la France a ses programmes éco-phyto et il n'y a pas forcément l'équivalent dans les autres pays. D'autres pays considèrent que il vaut mieux réduire, voire interdire les molécules les plus dangereuses, alors que nous, en France, on s'était dit non, en fait, certes, il y en a qui sont plus dangereuses que d'autres, mais on a un objectif quand même global de réduire de 50% tous les usages. OK? Même si on n'avait pas dit exactement quels sont les usages qu'on veut réduire, mais globalement, on veut réduire de 50%. Donc, quels sont exactement les instruments qui ont été mis en place en France depuis 2008, si on veut? Bon, il faut bien voir que depuis 2008, il y a quand même au niveau européen 25% des substances qui ont été interdites et 50% des produits en France. Ça, c'est dans un premier paquet de mesures qui comprend, je dirais, ce qu'ils appellent les interdictions, y compris aussi ce qu'appellent les zones non-traitement. Donc, on n'a pas le droit d'épandre des pesticides de synthèse à côté d'habitations, d'écoles, etc. Il y a tout un volet assez fort qui rejoint votre réseau, l'objectif de votre réseau, sur je dirais l'information, produire et partager l'information. Donc, nous, en France, on a ce qu'on appelle des fermes défis, c'est des fermes qui vont tester des solutions et puis qui vont essayer de communiquer, comme ils appellent par-dessus la haie, aux autres qui n'ont pas reçu de subvention pour les faire. Il y a tout ce qui est lié à la communication des attaques potentielles sur les cultures, donc qui fait que ça s'appelle les bulletins de santé végétale qui permettent aux acteurs d'ajuster leur usage. Et récemment, il y a une séparation entre la vente et le conseil des produits phytosanitaires, comme vous l'avez mentionné. Troisième type de mesure, c'est ce qui est lié à la politique agricole. Donc, chez nous, elle s'appelle la politique agricole commune, PAC, où il y a des conditions pour toucher les aides, ce qu'on appelle du premier pilier, les aides découplées. Et il y a des aides du second pilier qui sont, c'est quoi la différence? Il y en a plusieurs, mais entre le premier et le second pilier, premier pilier, c'est complètement financé par l'Union européenne et le second pilier, c'est en partie financé par les États membres. Il y a des avantages et des inconvénients, évidemment. Et donc, dans ce second pilier, il y a des mesures agro-environnementales qui vont payer plus si on utilise moins d'intrants. Et il y a le soutien à l'agriculture biologique. Et enfin, le dernier type d'instrument, c'est tout ce qui est taxe. Donc, il y a une taxe pour la redevance pour la pollution diffuse, mais jusqu'à présent, le niveau de cette taxe est plutôt modéré. On va dire c'est de l'ordre de 5% du prix du produit. Et il y avait aussi l'objectif d'impliquer pas que les agriculteurs, mais aussi les distributeurs et producteurs de produits phytosanitaires. Il y a ce qu'on appelle les certificats d'économie de produits phytosanitaires. C'est-à-dire que normalement, les distributeurs devaient réduire à l'horizon, donc c'était défini en 2015, et à l'horizon 2021, ils devaient réduire de 20% leur vente de produits phytosanitaires. En gros, ils avaient le droit de vendre 80%, mais s'ils n'atteignaient pas cet objectif, donc de réduction de 20% des ventes, ils avaient des pénalités en théorie financière, et en fait, ces pénalités, avant qu'elles soient mises en œuvre, ont été abandonnées. Bon, il n'empêche que quand même, les gens pouvaient obtenir des certificats d'économie de produits phytosanitaires s'ils développaient des actions pour justement limiter ces usages. Et ça montre l'étendue des possibilités, mais la difficulté aussi de se passer des pesticides de synthèse. Voilà. Donc concrètement, vous voyez que sur ce graphique, je ne sais pas si c'est le graphique, que donc c'est en indice. Hein, à gauche, vous avez les moyennes entre 2009 et 2011. Et à la fin, c'était la moyenne de 2016-2018, parce qu'il y a toujours des variations un petit peu sur les années, selon la pluviométrie, des choses comme ça. Mais vous avez quatre courbes qui correspondent aux différents types de produits. Par exemple, les insecticides en orange en bas, vous voyez que ça ne bouge pas. Et puis, par exemple, les herbicides en vert, ça a plutôt augmenté un tout petit peu. Et pareil pour les fongicides. Bon, c'est très contesté les usages, enfin la mesure de ces produits, mais globalement, quels que soient ces débats, personne n'obtient une baisse de 50% des usages. Hein. Personne n'a obtenu ça. Donc, soit il y a une hausse, soit il y a au mieux une stagnation des usages de produits phytosanitaires. Donc, malgré plus de 10 ans d'efforts, ça n'a pas bougé beaucoup. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a ceux qui disent, notamment des agriculteurs, mais pas tout seuls, qui disent ces pesticides de synthèse ont quand même certaines vertus, ça permet d'économiser du travail. Vous avez la petite photo à gauche où vous avez des agriculteurs qui sont allongés là pour essayer de désherber
et se passer du glyphosate. Et ils vous disent quand même, donc c'est beaucoup plus intensif en travail de se passer des pesticides de synthèse. Et nous, depuis quelques années en France et en Europe, je ne sais pas chez vous au Canada, mais il y a une tension de plus en plus forte sur le travail agricole. Donc il peut se compenser en partie par de la technologie, du matériel, mais pas complètement. Donc les pesticides ont un effet aussi de réduction du travail. Et ils mettent aussi en avant ces personnes que réduire les usages de pesticides de synthèse, ça peut conduire à plus de travail du sol, notamment du labour, et qui pourrait faire qu'on stocke moins de carbone et qu'on émet plus de carbone parce qu'on fait tourner plus les machines. OK? Et enfin, il y a un débat très porté par la France, mais pas que, au niveau européen, c'est que c'est bien beau de se dire, nous, on va essayer de produire, d'inciter nos agriculteurs à utiliser moins de produits phytosanitaires, mais si c'est pour importer des produits qui en contiennent, c'est pas forcément idéal du point de vue mondial. Voilà les arguments d'un côté, et de l'autre côté, il y a d'autres gens, des ONG notamment, qui vont vous dire non, non, on peut gagner sur les deux tableaux. On peut utiliser moins de produits phytosanitaires et avoir un environnement de meilleure qualité, et en même temps des gains par rapport aux agriculteurs. Il suffit de changer les technologies et que les consommateurs changent un tout petit peu leur décision de consommation. Et là, je vous ai mis une photo. Le Foll Mathieu, c'est l'ancien ministre de l'Agriculture qui devait interdire un insecticide, et puis sous la pression, il n'a pas interdit. Donc voilà les débats qui sont sûrement communs chez vous. Et la littérature économique, comme vous l'avez dit, elle est quand même assez microéconomique. Il y a de nombreuses études empiriques qui utilisent soit des modèles de simulation, c'est-à-dire qu'ils simulent, ils représentent le fonctionnement d'une exploitation, et ils vont regarder selon différents chocs. J'interdis une molécule, je change des prix ou des choses comme ça, ou des taxes, et je vais regarder comment les agriculteurs s'adaptent. Mais là, il faut bien admettre que les résultats de ces modèles, comme tous les modèles, mais ils dépendent énormément de ce qu'ont posé les modélisateurs en termes d'usage d'intrants, de rationalité des producteurs. Et à côté de ça, il y a des méthodes statistiques qui, eux, vont regarder plutôt comment les agriculteurs ont évolué ces dernières années, quoi. Est-ce que les prix des produits, par exemple, les ont incités à changer les assolements, les pratiques agricoles, etc. Alors, vous avez dit qu'il y avait très peu de recherche macroéconomique, et c'est vrai aussi chez nous. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de recherche microéconomique, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a un consensus sur les résultats obtenus. Il y a un certain consensus sur le fait que la possibilité de s'adapter à réduire ses usages est plus forte à long terme qu'à court terme. Si on vous dit du jour au lendemain, vous utilisez plus ces produits phytosanitaires, c'est extrêmement difficile pour les agriculteurs. Et si on leur donne une marge de manœuvre de 5 à 10 ans, c'est beaucoup plus facile. Donc il y a ça, et que l'effet agrégé, imposer une réduction à un agriculteur lambda, ça va être plus dur pour lui que de dire on va le réduire au niveau global d'un territoire, parce que les capacités d'adaptation peuvent être différentes d'une activité par rapport à une autre. Donc ça, il y a un consensus là-dessus. Par contre, il y a des résultats contradictoires dans cette littérature microéconomique, mais qui est très importante. J'ai bien compris que vous voulez de la macro, mais il est très important que les analyses macroéconomiques soient nourries de validité, de résultats microéconomiques robustes. Parce que la macro, ce n'est pas qu'une agrégation simple, mais c'est quand même une agrégation des résultats microéconomiques. Et dans ces résultats microéconomiques, il y a, en France et en Europe, des résultats un petit peu contradictoires sur est-ce que les agriculteurs utilisent trop de produits phytosanitaires. Certains ont pu dire notamment que on pouvait réduire, là par exemple, ce que je vous mets, certains chercheurs ont dit les agriculteurs peuvent réduire de 30% leur usage de produits phytosanitaires sans dommage pour leur revenus, quoi, les aspects économiques. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils gaspilleraient, quoi. C'est possible. C'est possible s'il te manque de l'information sur comment bien appliquer, etc. Mais ça fait quand même beaucoup, quoi. Depuis le temps qu'on en cause, on peut questionner un tout petit peu ces approches-là, ces résultats-là. Et en fait, il s'avère que du point de vue technique, il y a peut-être un petit problème, parce que ces travaux-là sont beaucoup d'estimation de fonction de production, mais sans tenir compte que les choix d'usage, de pratique, etc.,
sont endogènes à l'agriculteur. Un agriculteur développe une technologie, une pratique qui est pertinente par rapport à son territoire. Et on ne peut pas comparer un territoire par rapport à un autre si les pressions phytosanitaires n'est pas du tout la même. Donc, il faut faire attention à ces travaux-là. De l'autre côté, il y a des gens qui veulent essayer de comprendre pourquoi les agriculteurs utilisent des produits phytosanitaires, mais en mettant juste les prix, mais sans comprendre exactement comment ça marche, l'interaction de ces pesticides avec les autres intrants et les autres décisions des agriculteurs. C'est ce qu'on appelle les formes réduites. Et j'ai un collègue qui s'appelle Alain Carpentier qui, lui, a voulu développer des approches duales, mixtes, duales et primales. On va essayer de représenter l'agronomie en même temps que l'économie. Et donc, nous, en fait, c'est ce qu'on va faire dans ce travail-là, mais au lieu, pas la différence qu'on aura, c'est au lieu de l'appliquer sur certaines fermes qu'on observe, on va l'appliquer au niveau des régions françaises. On va considérer chaque région française. Bon, là, il y a eu récemment une réforme, mais on va considérer une vingtaine de régions françaises, que dans chacune de ces régions françaises, il y a un comportement assez identique des exploitations. Et donc, on va essayer de mesurer d'abord sur ces exploitations régionales pourquoi ils ont utilisé ou pas des produits phytosanitaires en fonction des décisions, des incitations économiques. Et après, une fois qu'on aura compris le comportement, on va simuler du point de vue macroéconomique des politiques visant à réduire ces usages. Okay. Donc, en fait, pour la petite histoire, si on s'est lancé avec mon collègue à faire ce travail-là, c'est parce que en fait, ça fait suite à un débat qu'on a eu en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Canada, je sais un peu moins, mais on a eu des gros débats sur est-ce que les biocarburants, c'est bien ou pas. Alors, en fait, parce qu'il y avait cette idée sur les gaz à effet de serre. Est-ce que quand on favorise les biocarburants, on ne va pas finalement conduire à un changement d'usage des terres au niveau mondial qui ferait que ce soit négatif? Et donc, on m'avait posé la question, mais finalement, si on réduit l'usage de pesticides, n'y a-t-il pas le risque qu'on en conduise à une augmentation des gaz à effet de serre au-delà de ceux mentionnés par les agriculteurs français, qui veillent de dire, si nous, en France, on produit moins, ben peut-être qu'on produira plus ailleurs, mais que ça conduira à une déforestation, qui ne sera pas forcément favorable. Donc, c'est ce qu'on va essayer de mesurer, donc notre contribution, des estimations d'abord économétriques robustes, et après ces simulations macroéconomiques. Donc, j'avance. Notre contribution originale sur l'aspect mesure statistique de ce qui s'est passé, c'est qu'on va le faire pas que sur le. Habituellement, les gens le font sur les producteurs de grandes cultures, parce que c'est là où on a le plus d'informations. Mais en fait, il s'avère que même les secteurs de l'élevage et les autres secteurs de l'arboriculture et de la vigne sont des utilisateurs de produits phytosanitaires. Et souvent, ceux-là sont beaucoup moins étudiés. Donc, nous, on va essayer de les prendre, sachant qu'on avait quelques informations comme quoi, par exemple, sur un champ de légumes, vous avez entre 6 et 20 fois plus de pesticides appliqués à l'hectare que sur un hectare de céréales. Donc, on va regarder toutes ces activités-là et on va regarder en même temps l'articulation des usages de pesticides et d'engrais. Et bon, là, j'ai mis juste une équation, je vous embête pas trop avec ça. C'est juste pour vous dire qu'en fait, on a voulu prendre en compte dans ces effets-là l'effet des innovations à travers un trend technique, c'est le coefficient qui est au milieu, le alpha qui est en face du T. Bon, je passe. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Nous, on a obtenu qu'au niveau agrégé, on a une élasticité prix de l'usage de pesticides par rapport au prix qui est de moins 0,82. Vous voyez à droite. C'est plus fort que ce qu'on a d'habitude dans la littérature, mais c'est en fait consistant lorsqu'on regarde par exemple sur les céréales, on a une élasticité de moins 0,34. Le premier chiffre à gauche, c'est de moins 0,34. Et donc ça, c'est assez cohérent avec ce qu'il y a dans les études microéconomiques sur les fermes. Nous, c'est au niveau de chacune des régions françaises et on agrégé au niveau de la France, on obtient moins 0,34. Par contre, vous voyez que par exemple sur le maïs fourrage, on a moins 2,71. Parce qu'en fait, donc c'est beaucoup plus facile de se passer des pesticides sur les maïs fourrages, parce que tout simplement, c'est une culture qui demande essentiellement des herbicides et on peut passer la RC-tri pour biner à la place d'utiliser des herbicides. Voilà ce qui se passe, c'est ce qu'on a obtenu. Et on a obtenu aussi que on a une difficulté que vous partagez sûrement au Québec, c'est qu'en fait, quand on regarde les agriculteurs, quand on a leur comptabilité, on sait juste l'usage qu'ils ont le total de pesticides, mais on ne sait pas sur quoi ils ont utilisé leurs pesticides. Il y en a qui sont en interculture, mais certains, les insecticides, on ne sait pas si c'est fait pour du blé ou de l'orge ou d'autres cultures industrielles, si vous voulez.
Et donc là, nous, ce qu'on a obtenu en même temps, c'est qu'en fait, les céréales, c'est pas là où il y a l'essentiel des produits phytosanitaires. Vous voyez, ce n'est que 13%. Et une grosse partie est quand même bien obtenue et bien appliquée sur tout ce qui est vigne, arboriculture, légumes. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, après, on se dit, ben, en fait, non, les agriculteurs français, en moyenne, ne gaspillent pas des pesticides. Ils sont sensibles au prix. Donc ça veut dire que si on veut réduire leurs usages, soit on diminue le prix des produits, mais ça, c'est pas toujours facile. Comme vous avez dit, au Québec, vous subissez les prix, mais nous aussi, en France, on subit les prix. Soit on peut jouer sur le prix auquel achètent les producteurs les produits, les intrants. Et donc, c'est ce qu'on va simuler, des taxes, et on va le faire avec un modèle macroéconomique qui est très utilisé dans tout ce qui est les aspects mondiaux. C'est ce qui s'appelle le modèle GETA, Global Trade Analysis Project. C'est un modèle d'équilibre général calculable mondial qui est statique, qui a déjà été utilisé donc beaucoup sur les aspects de biocarburants ou les OGM, l'agriculture biologique. Et il y avait une étude aussi sur le glyphosate. Bon, après, cette étude est supprimée le glyphosate. Nous, là, c'est pas exactement l'objectif. Donc en fait, elle a beaucoup de vertus, hein, enfin beaucoup de vertus ce modèle. Après, il y a des petites limites, c'est que notamment les pesticides ne sont pas isolés des autres intrants utilisés par l'agriculture. Et donc c'est pour ça que nous, on a couplé ce modèle mondial et on a isolé la France dans ce monde et on a développé une spécificité française, si on veut. On a représenté tout ce qui était les engrais de synthèse et les produits phytosanitaires. Donc je passe et pour arriver à juste, on a simulé un scénario qui serait, bon, et faisons comme le Danemark, imposons une taxe de 50%. Si on impose une taxe de 50% à nos agriculteurs français sur l'usage de pesticides, vous voyez que par exemple sur le blé, les usages se réduiraient de 17%. Vous avez ce premier chiffre en haut à droite. Et évidemment, si on produit, si on utilise moins de pesticides, eh ben la production va reculer et le rendement aussi. Vous voyez que par exemple, le rendement reculerait d'à peine 3%, 2,7%, la production de 3,5%. Les effets, en fait, seraient beaucoup plus forts sur le colza et la betterave qui utilisent plus d'intrants, de ces intrants-là. Vous voyez une réaction, par exemple, sur la betterave de 5% et 9% sur le colza. Mais en contrepartie, notamment sur la betterave, ce qui va se obtenir, c'est qu'il y aura un effet prix. Le fait que les usines de betterave peuvent moins tourner, eh ben, elles vont essayer quand même de tourner en augmentant le prix de la betterave, qui augmenterait de 4%. En fait, où on va voir les effets le plus forts, c'est sur l'alimentation animale. Les maïs fourrage apportent énormément d'aliments pour les animaux. Et vous voyez que, en fait, nous, une originalité de notre travail macroéconomique, ça va être de montrer que les agriculteurs français vont perdre 638 millions d'euros à l'issue de ce scénario, dont un tiers pour les éleveurs. L'élevage est beaucoup plus touché que ce qu'on pensait au départ avant de lancer l'étude. Et en fait, l'industrie agroalimentaire, notamment tout ce qui va être alimentation animale, industrie de la viande et industrie du laitière, vont perdre aussi presque à hauteur de 300 millions d'euros. Donc en fait, c'est loin d'être négligeable pour le secteur de l'élevage globalement. On obtient évidemment une réduction des pesticides, mais en corollaire, on a quand même une petite augmentation des engrais de synthèse parce que notamment, il y a moins de production animale. Mais si nous on produit moins, eh ben en fait ça va se traduire ça va se traduire par une réduction de nos exportations et une augmentation de nos importations. On va voir que la production se déplace un tout petit peu aux USA ou au Brésil, où j'ai pas mis le Canada, et ça va conduire à une augmentation en fait des cultures arabes qui sont développées ailleurs. Et on a calculé que ça allait conduire à plus de 9 millions de tonnes de carbone en plus émises. Donc en fait, c'est ce qu'on résume ici, c'est que ce scénario de taxe qui est à gauche, là, sur ce graphique-là, certes conduit à une baisse de 35% 37% des usages de pesticides, mais d'un autre côté, il conduit à une augmentation des usages, des surplus d'azote en Europe, en France, pardon, une augmentation des gaz à effet de serre et une diminution du revenu des agriculteurs. Alors que si effectivement l'information, la R&D, ces scénarios de droite pouvaient conduire à une diminution des produits phytosanitaires, on n'aurait pas tous ces effets-là. Donc, je m'arrête là pour vous dire que ce travail-là est double. On a identifié statistiquement si les prix des pesticides, ça jouait sur les agriculteurs français, leurs usages, et est-ce que c'était cohérent. Et on a simulé les impacts et on montre bien qu'en fait, il y a plusieurs arbitrages à trouver, quoi. Trouver la meilleure politique pour réduire les pesticides, mais tout en préservant diminuant les gaz à effet de serre, c'est pas si simple que ça, quoi. Et donc, vous avez demandé aussi qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le futur. Donc, on l'a fait sur la France, évidemment, il faudrait le faire à l'échelle européenne. Quelle est une politique optimale? Et ben, moi, je travaille
un petit peu la dimension changement climatique. Il faudrait évidemment les aspects de biodiversité, santé. Et nous, on travaille de plus en plus sur les aspects de résilience. Comment on va coupler le fait que, avec moins de produits phytosanitaires, peut-être que les aléas vont s'exprimer plus fortement. Il y a un point qui est difficile, qu'on a du mal à faire, c'est mesurer le temps qu'il faut. On a vu que nous, en France, ça fait plus de 15 ans qu'on a développé les choses et ça met du temps. Et c'est quoi le temps qu'il faut pour arriver à définir cette politique optimale? Voilà, j'espère que j'étais à peu près dans les temps. Merci pour votre écoute.